Mais cette équipe-là, des équipes comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Ça, c'était formidable. Chacune a assumé son rôle et ça s'est finalement assez bien passé. J'ai passé 2 ans là-bas engagée en tant que militante. Donc quand je suis rentrée et que je rencontre Michel Perrault, qu'on se retrouve à faire des réunions informelles mais qui vont faire naître le projet, évidemment je suis à fond, moi je suis totalement à fond. Moi, j'ai eu des étudiants à Lyon 2, je crois début des années 90, qui me disaient « Mais pourquoi vous parlez de ça ? C'est pas d'histoire. » Histoire d'un livre, Georges Duby, Michel Perrault, Histoire des femmes en Occident, 30 ans après, une série documentaire de Paroles d'Histoire. Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, André Loez au micro pour le premier volet d'une série en 3 épisodes consacrée au livre Histoire des femmes en Occident, dirigé par Georges Duby et Michel Perrault, dont le dernier tome a été publié en France en 1992, il y a 30 ans. 5 gros volumes, publiés d'abord en Italie chez La Terza, en France chez Plon, traduits en 6 langues, de l'espagnol au japonais, passés depuis en poche chez Pluriel et à mon avis encore incontournable dans toute bibliothèque d'histoire qui se respecte. Dans ce documentaire, vous entendrez les principales protagonistes de cette aventure éditoriale, dont les directrices ou co-directrices des 5 volumes, Michel Perrault bien sûr, Pauline Schmitt-Pantel, Christiane Clapiche-Zubert, Arlette Farge et Françoise Thébault, ainsi que d'autres témoins. Vous entendrez aussi des lectures d'archives inédites permettant de raconter cette histoire. Quelques mots de méthode et de présentation d'introduction. J'ai eu envie de travailler sur ce livre, L'Histoire des femmes en Occident, en lisant un article, publié en 2017 dans Critique, consacré aux archives léguées par Michel Perrault aux Archives nationales, ce qui a attiré ma curiosité. Et surtout parce que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué pendant mes études, beaucoup servi aussi, notamment le tome 2 sur le Moyen-Âge. En préparant l'agrégation, il y avait un programme sur éducation et culture dans l'Occident médiéval, et l'éducation féminine était un point sur lequel j'ai énormément appris en lisant ce volume. Donc j'ai eu envie de me plonger dans cette histoire, de comprendre comment ce livre était né, ce qu'il avait changé ou pas, en allant consulter ses archives, en lisant les nombreux textes et récits consacrés à ce moment historiographique, et surtout en faisant des entretiens au cours de l'année 2021, principalement avec les actrices du livre. Aujourd'hui, dans le premier volet, on reviendra sur les origines de ce projet pour comprendre comment il a émergé, et où en était l'histoire des femmes en France. Demain, dans le deuxième épisode, on parlera concrètement des choix faits par les auteurs et de la manière dont le travail était réalisé, et on terminera avec la réception et la postérité du livre. À travers ces 3 émissions, je voudrais rendre hommage à ce travail, à un groupe exceptionnel de chercheuses, pionnières, qui ont fait réellement bouger les lignes historiographiques. Et je ne vois pas de meilleur hommage que d'en proposer l'histoire tout en leur donnant la parole. À l'université française, le début de l'histoire des femmes est facile à dater. On est à la rentrée 1973, Michel Perrault est en train d'être titularisée à 45 ans, comme maîtresse de conférence à l'université Paris 7 Jussieu. Elle propose pour la première fois un cours intitulé, et ce n'est pas anodin, « Les femmes ont-elles une histoire ?» Pauline Schmitt-Pantel, qui est alors assistante d'histoire antique, raconte. Pour une jeune historienne, c'était vraiment formidable parce qu'il y avait un élan à la fois politique et pédagogique qui était difficile à imaginer ailleurs. Donc, à Paris 7, en histoire contemporaine, il y avait Michel Perrault. Et au bout de 2 ou 3 ans, je crois que c'était à la rentrée 73, nous réfléchissions en groupe des historiens sur des thèmes d'unité de valeur, qui puissent être transpériode. Et l'idée est venue de créer une unité de valeur sur les marginaux, auquel j'ai participé d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Michel Perrault a dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de lancer un enseignement sur l'histoire des femmes. Voilà. Et donc ça, c'était à la rentrée 73. Et elle s'est tournée vers Fabienne Bock, qui était à ce moment-là assistante en histoire contemporaine, et moi-même, qui était en histoire ancienne. Et elle nous a dit est-ce que vous êtes d'accord pour partir avec moi ? Et c'est comme ça que ça a commencé. Michel Perrault a raconté plusieurs fois, notamment dans son texte pour les Essais d'égo-histoire en 1987, comment elle est arrivée à se poser cette question de l'histoire des femmes. Mais au-delà de son parcours personnel, il faut donner quelques éléments de contexte pour le comprendre. On est dans l'après-1968 et 2 choses sont fondamentales. D'abord, le mouvement de mai 68 et ses suites a fait éclater les universités et créé des nouveaux lieux beaucoup plus propices aux expérimentations que la vieille Sorbonne. Le plus célèbre, c'est Paris 8 Vincennes avec Deleuze et Foucault, mais il y a aussi Paris 7 Jussieu, où souffle un vent de liberté intellectuelle et d'anticonformisme. Deuxième chose, un mouvement féministe français est né, en particulier après la manifestation d'août 1970,
pour déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu à l'Étoile, parce qu'elle est encore plus inconnue que lui. Dans la foulée, c'est la naissance du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, et de toute une série de revendications longtemps étouffées. Je renvoie au livre de Livia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Plusieurs historiennes qui vont travailler sur ces questions revendiquent ce militantisme. Pauline Schmitt-Pandel. Et pourquoi est-ce qu'on a créé cette unité de valeur en 1973 ? C'est parce que on était toutes les trois dans la rue pour participer à toutes les manifestations, qui étaient quand même très importantes, des femmes, pour faire reconnaître un petit peu des droits des femmes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas naturellement pas l'égalité, pas la parité. Même quand on avait des enfants, on devait demander l'autorisation parentale pour bouger. On n'avait pas le droit à l'avortement, contraception, etc. Donc les luttes de femmes après 68, c'était vraiment une mobilisation politique qui allait de soi pour la jeune génération. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles on a créé cette unité de valeur à Paris 7, c'est que le public des étudiantes était très demandeur, c'est un public, mais les femmes étaient très demandeuses. Elles nous disaient tout le temps, mais alors, vous êtes historienne, et les femmes ? Et nous, on était obligés de dire, oui, on n'a jamais travaillé là-dessus. Donc il y avait une espèce d'aller-retour entre ce qu'on vivait finalement quotidiennement, et puis cet enseignement, c'est ce qui lui donnait beaucoup, on avait beaucoup de plaisir. Au même moment, Arlette Farge, historienne du XVIIIe siècle, rencontre les mêmes questions et les mêmes personnes. J'ai connu pour la première fois Michel Perrault après avoir vécu 2 ans aux États-Unis. Donc, en rentrant dans les années 70 et à Paris, et je l'ai rencontré dans une réunion qui avait lieu à l'école des hautes études, mais qui concernait, je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais qui concernait pas l'histoire des femmes. Donc je l'ai rencontré à ce moment-là, et ce qui nous a fait nous rencontrer très profondément, c'est que je travaillais sur la marginalité au XVIIIe siècle, elle travaillait sur le XIXe, et elle m'a demandé d'être, je sais pas, ça s'appellerait comment maintenant, son assistante pendant ses cours de Paris 7. C'est là qu'est née à la fois, on a enseigné toutes les deux ensemble, et est née notre amitié. Alors, si vous voulez, au début, c'était très informel, c'était un petit groupe comme ça. Moi, je connaissais Michel, mais les autres, je les ai connus qu'à ce moment-là. Geneviève Fraisse, la philosophe, il y en a 4 ou 5 autres. On faisait nos rencontres à Paris 7 et c'était très informel. On se disait, comme je revenais des États-Unis, on m'avait beaucoup posé de questions et j'avais rencontré là des féministes qui étaient déjà très engagées, plus sans doute que nous. Et donc là, on discutait plutôt d'une approche, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette ce nouveau questionnement. Mais là, on était toutes, il faut le préciser, des féministes engagées. On était dans la vie militante, à partir de nos travaux et tout ça, mais c'était quand même il y a la partie militante. Je dis ça, c'est important parce qu'après ça nous sera non pas reproché, mais quand même ça posera le problème d'être militant et de faire un objet d'histoire qui se rapproche de votre engagement. Ce groupe informel dont vient de parler Arlette Farge s'appelle le Groupe d'études féministes de Paris 7 et il est né en janvier 1975. Au même moment en France se multiplient un peu partout des initiatives du même genre. À Aix-en-Provence, Yvonne Kniebiller a créé le Centre d'études féministes de l'Université de Provence dès 1972. À Lyon, c'est le CLÉ, Centre lyonnais d'études féministes, avec notamment Huguette Bouchardot en 1976. À Toulouse, le GRIEF, Groupement de recherche interdisciplinaire d'études de femmes, en 1979, avec entre autres Rolande Trempé. D'autres encore ailleurs en France. Les points communs de ces groupes, c'est qu'ils réunissent des disciplines différentes, des historiennes, mais aussi beaucoup de littéraires, des philosophes, des psychologues, des sociologues, et qu'ils mènent de front recherche, discussion, militantisme, parfois en non-mixité uniquement entre femmes. Ce qui explique aussi une forme de marginalité, de précarité de ces petites structures, généralement tolérées par les universités, mais sans réel ancrage institutionnel, et jugées pas forcément sérieuses. Françoise Thébault, qui soutient à Paris 7 en 1982 une thèse sous la direction de Michel Perrault, et qui a depuis écrit un livre de référence, Écrire l'histoire des femmes et du genre, revient sur cette méfiance.
Je pense que toutes les personnes qui se sont lancées dès les années 70 dans l'histoire des femmes avaient un lien plus ou moins proche, mais avec le féminisme. Donc, et je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a eu pendant très très longtemps une grande réticence de l'institution, des collègues, qui voyaient non pas une histoire dite scientifique, mais une histoire militante. On a une sorte de péché originel, mais en même temps, j'ai écrit là-dessus aussi beaucoup de choses sur l'historiographie. On n'a pas toujours reproché non plus à l'histoire ouvrière d'être liée au Parti communiste ou bien à la gauche. Donc il y a eu quand même de très très fortes réticences qui n'étaient pas du tout agréables. Une étape importante pour l'histoire des femmes est la création en 1979 d'un groupe de recherche sur les femmes appelé ensuite Groupe d'histoire des femmes du Centre de recherche historique, le CRH, dans ce qui est alors le temple, le lieu le plus valorisé du savoir historique en France, le HESS, École des hautes études en sciences sociales, que dirige François Furet à cette époque. Pauline Schmitt-Pantel explique l'importance de ce groupe, à la fois pour le futur livre collectif et pour l'atmosphère de liberté qui était la sienne. En même temps et parallèlement, s'est créé un groupe totalement informel qui se réunissait à l'École des hautes études en sciences sociales, mais qui n'était pas chapeauté par l'école, et d'historiennes, mais pas seulement, d'anthropologues, de sociologues, etc. Et nous avions décidé de faire un séminaire qui était hebdomadaire, enfin un lieu de réunion hebdomadaire où nous réfléchissions sur les parutions, sur les articles, les livres qui venaient de paraître touchant à l'histoire des femmes. Et c'est dans cette espèce de creuset qui a duré plusieurs années et qui était, du point de vue intellectuel, tout à fait passionnant. C'est dans ce creuset-là auquel appartenait bien sûr Michel Perrault et toutes les directrices ensuite des différents volumes de l'histoire des femmes. C'est dans ce creuset que Michel Perrault est revenu pour nous demander si on voulait bien travailler avec elle. Et ça s'est fait comme ça. Et je pense que Michel n'a pas eu énormément de mal à trouver des gens, des femmes qui voulaient travailler avec elle et qui avaient la même problématique parce qu'on se connaissait depuis très longtemps et qu'on travaillait ensemble. De façon, et c'était un petit peu extraordinaire ce groupe-là, il n'y avait pas de hiérarchie d'une certaine manière. Il n'y avait pas non plus de problème d'appartenance à telle ou telle structure. Voilà, on était là parce qu'on était intéressés par ce sujet. On écoute maintenant celle qui fut une de ses grandes animatrices, même si statutairement elle n'était pas le HESS, Michel Perrault. C'était des relations personnelles, d'amitié d'ailleurs, très grandes. On avait constitué notre petit groupe informel, fermé même, pour nous approprier les instruments intellectuels pour faire une histoire des femmes scientifiques, entre guillemets. Et notamment, on était tout à fait consciente du retard de la France et on voulait s'approprier ce que les Américaines, les Anglaises aussi, mais surtout les Américaines avaient fait. Et une ou deux d'entre nous, notamment Pauline Schmitt, est allée aux États-Unis. Elle avait, pas pour ça, elle y allait pour une année, et elle a fait ample moisson de titres, de relations, etc. Et dans le séminaire interne que nous faisions à l'École des hautes études, on lisait tout ça, on s'appropriait tout ça. Un mot sur ce retard français dont vient de parler Michel Perrault. En 1973, au moment où on commence tout juste à se demander en France si une histoire des femmes est possible, les choses sont déjà très différentes aux États-Unis, où, dans le sillage du mouvement de libération des femmes, le Women's Lib, des recherches et des cours ont commencé avec un temps d'avance. Le premier cours d'histoire des femmes, par exemple, a été donné à l'université en 1963 par Gerda Lerner, soit 10 ans avant Michel Perrault à Jussieu. Et au milieu des années 1970, dans la période où commencent à se constituer les tout premiers groupes en France, il y a déjà eu toute une série de parutions marquantes en anglais. Gerda Lerner a écrit The Woman in American History en 1971, il y a Hidden from History de la britannique Sheila Robotham en 1973, Berenice Carroll a écrit Liberating Women's History en 1976, Renate Brinenthal et Claudia Kuntz, Becoming Visible, Women in European History en 1979. Le thème de la visibilité de la libération, on le voit, imprègne ces textes, qui participent de débats politiques, théoriques très vifs au sein du féminisme américain. Et en même temps que c'est manifeste, tout un champ est en train de se structurer outre-Atlantique, avec des thèses, des colloques, des groupes dédiés, comme la New England Association of Women Historians en 1972. En France, par contraste, au même moment, le matériau est très rare. Pauline Schmitt se souvient du premier cours de 1973. Alors, quand on a commencé effectivement, même en 1973, notre gros problème a été de trouver des personnes qui allaient enseigner le cours. Et on s'est dit, la première année, on va tout simplement demander aux grands historiens de la place
de venir faire une ou deux séances sur les femmes dans leur domaine, depuis la préhistoire jusqu'au monde contemporain. Et là, on s'est beaucoup amusé, parce que naturellement, nos collègues étaient déjà de très grands historiens, mais ils n'avaient pas vraiment réfléchi à ce problème-là. Et je me souviens d'une séance extraordinaire où Emmanuel Leroy-Ladurie, qui était déjà, il était à cette époque-là professeur à Paris 7, avant de partir au Collège de France. Donc Emmanuel Leroy-Ladurie est arrivé et il nous a raconté un chapitre de Montaillou qu'il était en train d'écrire, et où les femmes à la veillée épouillaient les autres, soit les autres femmes, soit les enfants. Voilà, c'était l'histoire des femmes à l'époque de moderne, telle qu'on pouvait la raconter. En histoire du Moyen-Âge, Jacques Le Goff connaissait un petit peu mieux l'histoire des femmes en raison de sa très bonne connaissance des ouvriers, etc. Mais mais on a vraiment eu l'impression que tous ces hommes, d'ailleurs, auxquels on demandait de bien vouloir nous parler des femmes dans leur culture et leur civilisation, étaient assez démunis. Donc il n'y avait pas grand-chose. Ce pas grand-chose commence à se remplir à la fin des années 1970 et au début des années 1980, avec des soutenances de maîtrise et de thèse, dont des dizaines à Paris 7, avec aussi une éphémère revue, Pénélope, qui paraît entre 1979 et 1985, et avec aussi des changements institutionnels. Les années 80 en France, c'est la suite de la lente féminisation de l'université. On passe la barre des 30% de femmes maîtresses de conférences en sciences humaines à la fin de la décennie, et c'est aussi à partir de 1981 la gauche au pouvoir, et une ministre des droits des femmes, Yvette Rouly, qui accompagne certaines évolutions. Il faut citer en particulier un énorme colloque, Femmes, féminisme et recherche à Toulouse en décembre 1982, avec 750 participantes, 140 communications, en présence de la ministre, et de Maurice Godelier, qui dirige alors la section des sciences humaines et sociales au CNRS, et qui lance dans la foulée un appel à projet qui reconnaît, valorise pour la première fois les recherches sur les femmes. C'est dans ce contexte que l'histoire des femmes commence à intéresser au-delà du premier cercle des pionnières, des fondatrices. Michel Perrault le raconte. Alors, on a quand même eu des alliés masculins. Et ça, on le voit dans un colloque qui a eu lieu à Saint-Maximin et qui s'appelait « Une histoire des femmes est-elle possible ?», qui avait eu lieu en 84, donc bien avant. C'était même avant qu'on ait accepté même l'histoire des femmes. Mais à cette époque-là, dans ce colloque-là, il y avait des gens comme Roger Chartier, comme Jacques Revel, comme Alain Corbin, qui a toujours été notre allié. Ceux-là, c'était des gens que ça intéressait beaucoup. Eux, personnellement, ils trouvaient ça très bien, ils trouvaient que c'était... Autrement dit, vous voyez, l'école des hautes études plutôt, les annales, ou un homme comme Alain Corbin, qui est un homme préoccupé par ça, puisque lui-même a publié sur la prostitution dès les années 77, quelque chose comme ça. Donc vraiment, il était dans le coup. Simplement, Alain Corbin, je lui ai dit souvent, il a, et il le revendique d'ailleurs, un point de vue d'homme sur l'histoire des femmes. En ce sens, quand il fait l'histoire de la prostitution, il se pose pas beaucoup la question de ces femmes, qui étaient-elles et qu'est-ce qu'elles pouvaient bien vivre et penser. C'est pas son point de vue. Et quelquefois, même souvent, en discutant avec lui, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait un autre regard qui pouvait être porté sur les mêmes réalités. Alors si l'histoire des femmes intéresse davantage, c'est sans doute aussi parce que dans le contexte intellectuel des années 1980, elle rencontre un certain nombre de questionnements qui sont liés en histoire à l'épuisement du modèle traditionnel, encore largement imprégné de marxisme, de l'histoire sociale. Le médiéviste Jacques Dallarin, qui a contribué à l'histoire des femmes en Occident avant de publier lui-même en 2008 un livre intitulé « Dieu changea de sexe pour ainsi dire la religion faite femme », explique ce déplacement et sa participation au livre collectif. Comme historien, pas comme féministe, mais comme historien, l'histoire des femmes m'intéressait, parce que nous étions à l'époque de la remise en cause des schémas d'interprétation marxistes. Je pensais néanmoins que les conflits entre classes étaient un des facteurs d'explication de l'histoire, mais que c'en était un parmi beaucoup d'autres. Et que le jeu, la dialectique homme-femme, était un autre de ces facteurs qui permettait de venir complexifier notre appréhension du réel. Vous savez, mes premiers travaux, c'était sur Robert d'Arbrissel, fondateur d'un ordre mixte d'hommes et de femmes, l'abbaye de Fontevraud, dans laquelle il confie la direction de la communauté à une femme. La première abbesse
étant Pétronille de Chemillé. Donc ces renversements-là, cette cohabitation, ces renversements, c'est quelque chose qui m'intéressait prodigieusement. Et j'ai été vraiment très très heureux de cette collaboration. J'ai une admiration totale pour Michel Perrault et Christiane Clapiche. À la même période, dans la décennie 1980, Roger Chartier est en train de formuler ce qui sera le cœur de son activité historienne, l'articulation entre l'histoire sociale des pratiques et l'histoire des représentations. Lui aussi explique pourquoi l'histoire des femmes dans cette période rencontre les questions qu'il se pose. De l'histoire des femmes, ce projet intellectuel était l'un des plus aigus pour montrer l'articulation nécessaire entre ce qu'on pourrait dire la construction du monde social par les discours et la construction des discours inscrits à l'intérieur du monde social. En quelque sorte, ce croisement qui caractérise l'histoire des femmes entre la reproduction des représentations, donc une construction du social par le discours, et en même temps le fait que ces représentations de la différence entre les sexes sont toujours inscrites profondément dans des intérêts, des stratégies, des différences sociales. Et je pense que de ce point de vue-là, l'histoire des femmes va même au-delà de son propre objet. Elle était un des lieux les plus aigus pour comprendre cette articulation. Des thèses soutenues, des séminaires, des colloques, des collègues masculins bien installés institutionnellement qui valident en quelque sorte le champ, on voit que les années 1980 sont celles d'une consolidation pour l'histoire des femmes. Avec un effet paradoxal. Plus la recherche sur les femmes s'institutionnalise, plus elle s'éloigne du féminisme militant. Rose-Marie Lagrave a étudié le phénomène et parle dès 1990 dans un article paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales d'un divorce structural entre féminisme et recherche. Je cite, « En acceptant les règles du jeu scientifique, les groupes et les individus se sont laissés enfermer dans le jeu en acceptant de prendre le relais des pouvoirs institutionnels pour neutraliser et normaliser les études sur les femmes, leur retirant ainsi toute visée subversive. » Un bémol sur ce point. Il ne faut sans doute pas exagérer la normalisation de l'histoire des femmes dans ces années 1980 ou même 1990, ni l'intérêt masculin en dehors de quelques figures qui ont été évoquées. On peut écouter à ce propos le témoignage de Françoise Thébault qui a connu des déconvenues dans son parcours universitaire à Lyon et à Grenoble, du fait d'une résistance très grande d'un certain nombre de collègues. Dans ma propre carrière, oui. Donc, je considère que j'ai pas eu des postes extrêmement intéressants parce que justement, je pense que j'étais trop liée à l'histoire des femmes à un moment où celle-ci était très très mal perçue. Par exemple, je pense que le collègue doit être décédé depuis un an qu'on peut le raconter. La première fois que j'ai postulé à l'université, c'était dans la ville où j'habitais, donc à Grenoble. Je suis allée voir les collègues et il y en avait un collègue, je présente mes travaux sur la guerre 14. À l'époque, j'avais fait la maîtrise, l'ouvrage. Il m'a dit « Vous êtes spécialiste de la guerre des Amazones, vous ne m'intéressez pas ». Donc voilà, c'était ça quand même. Ça pouvait aller jusqu'à ce niveau-là, hein, donc d'hostilité. Et par rapport à des étudiants que j'ai eus en thèse, j'ai aussi rencontré de la part de collègues, non pas de l'hostilité, mais de l'incompréhension et presque de la bêtise, en fait. Par exemple ? Par exemple, pourquoi vous voulez faire l'histoire du genre ? Moi, je ne fais pas la géographie des brosses à dents. Donc, c'est quand même très, très fort. C'est des collègues masculins qui vous disaient ça ? Oui, et un vice-président chargé de la recherche, de surcroît. Donc, non, on a eu quand même des moments un peu difficiles. Il faut aussi ajouter que même dans le bouillonnement politique des années 1970, l'histoire des femmes était contestée, et pas seulement, ce qui paraît assez banal, par des conservateurs ou défenseurs du patriarcat, mais aussi par des intellectuels, militants ou étudiants de gauche, pour qui ces questions d'histoire des femmes détournaient des vrais enjeux, entre guillemets, la question sociale, l'impérialisme, la classe ouvrière. Michel Perrault a raconté par exemple son premier cours en novembre 1973, je cite, « dans une salle comble, surchauffée par la présence d'étudiants gauchistes hostiles à notre projet, parce qu'ils estimaient que s'occuper des femmes, c'était se détourner de la révolution, faire diversion aux choses sérieuses. » Et puis, tout simplement, il y a le fonctionnement structurel de l'université, du monde académique et des revues, où les positions de pouvoir sont, dans les années 1970 et encore au milieu des années 1980, entièrement occupées par des hommes. Sur ce point, Arlette Farge a un souvenir marquant du premier article publié collectivement par le groupe d'histoire des femmes du CRH dans Les Annales, la revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. C'est dans le volume 41, numéro 2 de 1986, et signé collectivement, c'est significatif, par Michel Perrault, Arlette Farge, Cécile Dauphin, Christiane Clapiche-Gibert, Rose-Marie Lagrave, Geneviève Fraisse, Pauline Schmitt-Pantel, Yannick Ripa, Pierrette Pézra, Daniel Voldman. Et nous avions en 1986 publié dans Les Annales le premier article qui se situe sur l'histoire des femmes dans cette revue iconique, pleine de symboles, Culture et pouvoir des femmes.
Et ça, moi, si vous voulez, j'ai davantage, je dois dire, le souvenir de cela, c'est-à-dire d'aller ensemble présenter au comité de rédaction des Annales ce numéro-là, cet article-là, pardon, pour un numéro normal. Ça a été pour moi, pour nous toutes d'ailleurs, une vraie déflagration, parce que il nous a fallu beaucoup de courage, je crois, à l'époque. En même temps, on avait de l'humour, mais on a été accueillis par tous les directeurs, enfin les directeurs d'études, le comité de rédaction masculin, etc. Et moi, j'en ai gardé une impression qui s'est estompée depuis, mais on a toutes gardé une impression, mais ah ben oui, voilà, on était complètement intimidés d'aborder les annales. Pour nous, c'était presque, vous savez, comme quand on fait du bateau puis qu'on va sur un autre bateau, quoi. Et voilà. Et donc, ça a été un moment très important dans lequel Michel, était là aussi, heureusement d'ailleurs, pour notre groupe, quoi. Un peu plus loin dans mon entretien avec elle, Arlette Fage est revenue sur l'atmosphère très particulière et moyennement drôle de ce moment où elles ont présenté cet article au comité de rédaction masculin de la revue. Si vous voulez, il y a eu une inquiétude, moi je dirais. Dire qu'est-ce qui se passe, puis venir aux Annales, présenter un article, oui, ça aussi, c'était vraiment là aussi, je vais vous dire la phrase que j'ai entendue quand on est arrivé dans le couloir pour présenter, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on dit, allez voilà, celles qui vont nous castrer. Donc moi j'ai vécu ça, on a toutes vécu ça comme ça. Hein. Bon, on en a rigolé aussi, hein. Donc ça nous faisait aller encore plus loin, hein. Mais sans, comment dire, moi j'avais pas de rancune, rien, je me disais, mais c'est comme ça, là, il faut y aller, quoi, allons-y. Mais c'était moyen drôle. Rétrospectivement, on comprend mieux quelle importance a eu, 5 ans plus tard, en 1991, la sortie en France des premiers volumes du livre collectif Histoire des femmes en Occident, chez un éditeur de premier plan, lui donnant enfin, en apparence en tout cas, une pleine légitimité. Mais il serait trompeur de faire une lecture linéaire et triomphaliste de cette parution, comme si ce projet de livre avait été conçu dès le départ comme une réponse ou un manifeste. Les choses se sont passées, comme souvent en histoire intellectuelle, de façon plus compliquée, à travers un enchaînement de projets et de circonstances. Pour le comprendre, petit retour sur le paysage éditorial du milieu des années 1980 en histoire. C'est une époque que certains regrettent peut-être parce qu'on n'est pas encore entré dans les lamentations qu'on entendra beaucoup à partir des années 1990 sur, entre guillemets, la crise de l'histoire, qui serait aussi une crise du lectorat et une crise des ventes de livres. Pour l'instant, au contraire, les grandes maisons d'édition comme le Seuil et Gallimard en France sortent de grandes collections ambitieuses, des livres collectifs signés par les grandes plumes de la profession historienne qui remplissent les bibliothèques. On peut citer par exemple, à partir de 1984, les 7 tomes des lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora chez Gallimard, entre 1985 et 88 chez Privat, une histoire religieuse de la France contemporaine en 3 volumes, au Seuil, la collection Histoire de la France en 4 tomes dirigée par André Burguer et Jacques Revel, dont les premiers sortent en 1989, et surtout parce que ce sera à peu près le même découpage chronologique pour le livre dont on va parler, l'Histoire des femmes en Occident, au Seuil, 3 séries, Histoire de la France rurale, entre 1975 et 1977, dirigée par Armand Vallon et, Georges Duby, Histoire de la France urbaine, toujours sous la direction de Georges Duby entre 1980 et 1985, et entre 1985 et 1987, une histoire de la vie privée sous les directions de Philippe Ariès et, vous l'avez deviné, Georges Duby. Cette histoire de la vie privée très novatrice et qu'on peut toujours lire aujourd'hui avec énormément d'intérêt a été coéditée par le Seuil et l'éditeur italien La Terza, et Michel Perrault y a très largement contribué. La Terza, Duby, Perrault, c'est là que se noue l'origine de l'histoire des femmes en Occident. Michel Perrault le raconte. Eh bien, j'avais, sous sa direction, participé à l'histoire de la vie privée qu'il avait entrepris avec Philippe Ariès. Et je pense que c'est d'ailleurs Michel Vinocq qui, au Seuil, assurait la logistique de l'ouvrage. Je pense Georges Duby cherchait quelqu'un pour le 19e, et je crois, je ne suis pas très sûre, que c'est Michel Vinocq qui avait dit « vous pourriez demander à Michel Perrault ». C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. J'ai dirigé, en fait, le tome 4, Histoire de la vie privée au XIXe siècle. En vérité, il m'avait même demandé de faire toute la période contemporaine, 19-20e, mais je lui avais dit, monsieur, c'est pas possible ça. Le XIXe siècle est très très riche de ce point de vue-là, et moi, j'ai pas les compétences pour faire le 20e. Et c'est Antoine Prot qui, à ce moment-là, a pris la direction du dernier volume,
le volume 5, 20e siècle, et donc moi j'ai dirigé le 19e. Et 19e siècle, l'histoire de la vie privée, ce qui a été une expérience très intéressante parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Du coup, j'ai fait des séminaires à Jussieu sur la vie privée, j'ai lu beaucoup, etc. J'ai constitué une petite équipe restreinte mais formidable avec Alain Corbin, qui lui-même, dans l'histoire de la vie privée, a dirigé un tiers du volume sur le mois privé. Voilà, alors ça a été une expérience importante. Et pour ce qui concerne l'histoire des femmes, au fond, ça a été deux choses. En faisant l'histoire de la vie privée, les femmes, bien entendu, et les femmes dans une relation à la famille. Au même moment, je travaillais sur l'histoire des femmes, mais les deux se mêlaient, si vous voulez. Et d'une certaine manière, la vie privée, c'était quand même très intéressant parce que, justement, ça mettait les femmes au 19e, puisque je m'occupais du 19e, dans la famille, dans la cité, dans qu'est-ce que c'était que l'espace privé dans une ville, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là. Et deuxièmement, j'ai connu Georges Duby à ce moment-là. Il a été, je crois, très satisfait de mon travail pour le 19e. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça que quand Laterza, l'italien, lui a dit « Monsieur, est-ce qu'on pourrait faire une storia della donna ?» Bon, Georges Duby a dit « Oui, mais il faut demander à Michel Perrault. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est le moment de présenter un peu les éditions Laterza qui ont joué depuis plus d'un siècle un rôle absolument crucial dans la vie intellectuelle italienne. Et ce, de façon surprenante, depuis le sud de la péninsule. C'est à Bari, dans les Pouilles, que naît en 1901 une maison d'édition d'abord modeste, mais qui connaît un essor considérable grâce à l'un de ses auteurs, Benedetto Croce, philosophe, historien, homme politique, antifasciste, sans doute l'intellectuel italien le plus important de la première moitié du XXe siècle, avec Gramsci. Laterza est reconnu, après la Deuxième Guerre mondiale, comme un éditeur de référence en sciences humaines et publie de grands historiens italiens, avec également une ouverture sur l'Europe. Son actuel président, Giuseppe Laterza, l'a expliqué en 2021 dans une interview où vous reconnaîtrez deux noms. Pensiamo che l'Europa è una realtà fondamentale che va costruita non soltanto dal punto di vista economico o politico, ma anche culturalmente. E allora cominciamo a lavorare direttamente con autori europei, grandi storici come Georges Duby e Michel Perrault che fanno la storia delle donne. Et donc, quand Laterza propose en 1987 de lancer une collection d'histoires des femmes, c'est avec une véritable assise intellectuelle, celle d'un éditeur de premier plan, qui connaît son métier et aussi qui a de gros moyens financiers. C'est en partie ce qui va convaincre Michel Perrault de tenter l'aventure, comme elle le raconte. C'était un très beau projet, mais on était plutôt dans des recherches préalables, si vous voulez. On était encore dans ce que Marx a appelé l'accumulation primitive. On était dans nos études, dans nos périodes, etc. Et tout d'un coup, on nous propose, et en plus de l'étranger, un énorme projet comme ça, Histoire des femmes. On se dit, mais on va jamais pouvoir faire ça. C'est beaucoup trop ambitieux. On n'a pas les éléments. C'est trop tôt. Il nous manque beaucoup de choses. Et puis, nous, personnellement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire que ça. On va s'investir là-dedans. On avait tous des projets, bien entendu. On va mettre ça de côté. C'est pas possible, on peut pas. La première réaction a été de dire ce n'est pas possible, on peut pas. C'est très bien, mais c'est prématuré. Au besoin, on va attendre. Quand j'ai dit ça à Duby, il m'a dit vous avez tort. J'entends sa voix encore. Michel Perrault, vous avez tort. Je lui dis pourquoi. Il me dit mais parce que c'est peut-être qu'on vous le reproposera pas. Laterza, il va peut-être avoir autre chose à faire et bon, pour vous qui êtes en plein là-dedans, c'est quand même une ouverture formidable, vous devriez accepter. Il me dit, mais d'abord, vous allez rencontrer les Laterza, eux-mêmes. Alors, il me ménage, c'est pas difficile. Il y avait à ce moment-là le père et le fils. Le père était un vieux monsieur, on pourrait dire, l'élégance italienne dans toute sa splendeur ancienne. Le fils... peut-être moins d'élégance, mais évidemment un homme d'affaires, beaucoup plus concret dans les affaires. Ils arrivent tous les deux ici. Je les reçois à côté parce que quand même 2 personnes à côté. Bon, alors ils m'exposent leur projet. Ils parlaient très bien français, admirablement, l'un et l'autre. Et bon, ils insistent et ils disent, mais
ça va quand même être mondial, ça va être... puis on vous laisse toute liberté, vous faites ce que vous voulez. Et nous, on met à votre disposition nos moyens. Par exemple, si vous voulez organiser un colloque avec vos différentes collaboratrices, mais on le fait. On le fera même à Paris. On le fera au Centre culturel italien de la rue de Varennes. Voilà, ils avaient déjà pensé à des tas de choses. J'étais un peu soufflée de tout ça. Je suis revenue vers mes camarades, mes amis. Je leur ai raconté tout ça, et puis on a discuté. Et puis finalement, on a dit, on y va. Voilà. On a eu le sentiment à ce moment-là que c'était peut-être une chance qu'il fallait saisir. Voilà. Que, au fond, nous les femmes, on manquait d'ambition souvent. Là, on nous le tendait. Allez, on y va. On risque le coup. Voilà. Mais si on a pu risquer le coup, c'est grâce à l'équipe. Cette équipe, on va la présenter, mais il faut d'abord dire un mot du rôle de Georges Duby. Décédé en 1996, il est en filigrane des entretiens réalisés pour ce documentaire. Et on a peut-être du mal aujourd'hui à imaginer la stature qui était la sienne à l'époque. Au milieu des années 1980, Georges Duby, ce n'est pas juste un médiéviste parmi d'autres, c'est le médiéviste, voire, après la mort de Fernand Braudel en 1985, le professeur, l'historien le plus visible et le plus important en France. Il est né en 1919, 9 ans de plus que Michel Perrault. Il est l'auteur d'une œuvre considérable à partir de sa thèse en 1953 sur la société féodale dans la région de Mâcon, et plus largement sur l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge central dont il est l'un des pionniers. Nommé professeur au Collège de France en 1970, il oriente ses livres vers ce qu'on appellerait aujourd'hui le système de représentation du Moyen-Âge, avec en particulier son livre de 1978 très marquant, Les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme. 3 ans plus tard, il publie un livre sur le mariage médiéval, Le chevalier, la femme et le prêtre, où il commence à poser la question des femmes au Moyen-Âge. Georges Duby, c'est aussi une plume et une voix, une écriture particulièrement soignée, ciselée, avec de moins en moins de notes de bas de page à mesure que sa carrière avance. Un exemple, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, un livre splendide publié en 1984 et qu'il enregistre dès l'année suivante en livre audio. Parce que Georges Duby, c'est l'une des voix de l'histoire, présente sur les ondes. Il est adapté en 1980 pour la télévision Le Temps des cathédrales, son livre sur l'art médiéval. Vous trouverez facilement les 3 épisodes en ligne. Il est très régulièrement présent dans les grandes émissions de l'époque, comme Apostrophe ou Radioscopie. On écoute un extrait de Guillaume le Maréchal, lu par l'auteur en 1985. Le comte Maréchal n'en peut plus. La charge maintenant l'écrase. 3 ans plus tôt, quand on le pressait d'assumer la régence, quand il finit de guerre lasse par accepter, devenant gardien et maître de l'enfant roi et de tout le royaume d'Angleterre, il l'avait bien dit, répété, « Je suis trop vieux, faible et tout démantibulé. » 80 ans passés, disait-il. Il exagérait un peu, ne sachant pas très bien son âge, mais qui le savait à l'époque ? Pour couronner son parcours prestigieux, Georges Duby est élu au 26e fauteuil de l'Académie française, le 18 juin 1987, exactement au moment où les éditions La Terre de Salle lui envoient, à lui et à Michel Perrault, les lettres contractuelles pour la Storia delle Donne. Sur Georges Duby, je renvoie au beau livre dirigé par Patrick Boucheron et Jacques Dallarin, Portrait de l'historien en ses archives. Au fond, ce qui compte pour nous ici, ce sont 2 choses. L'intérêt intellectuel véritable de Georges Duby pour la question du masculin et du féminin au Moyen-Âge, et peut-être surtout l'aura académique qui est la sienne, et qui contribue à légitimer une histoire des femmes qui, comme on l'a vu, n'était pas forcément prise très au sérieux. Michel Perrault explique ces 2 dimensions. Je pensais, moi, mais mes amis, au fond, l'ont pensé assez vite, qu'à partir du moment où nous le faisions, c'était un atout formidable d'avoir Georges Duby. Parce qu'enfin, quand même, un des plus grands historiens de son temps, pas seulement du Moyen-Âge, mais de son temps, qui considère que l'histoire des femmes, c'est important, qui le pensait depuis longtemps. Il y a longtemps que Georges Duby avait écrit, par exemple, le chevalier, la femme, le prêtre, qui se termine par « Mais les femmes, que sait-on d'elles » C'est magnifique, c'est la reconnaissance de l'oubli, etc. Donc, à la limite, Georges Duby, mais il est des nôtres, de ce point de vue-là, tout à fait. Et ensuite, à la fin de sa carrière, il n'a fait que travailler sur les femmes du XIIIe siècle. Alors, donc, pourquoi faire une différence à partir du moment où nous sommes du même côté ?
Et nous pensons la même chose. C'était pas dans notre esprit du tout. Nous n'avions pas cet esprit-là. Nous voulions faire avancer les choses, faire gagner l'histoire des femmes, que tout le monde la pratique. Un homme de la stature de Georges Duby se propose, est avec nous. Bravo. On reviendra dans le deuxième épisode de ce documentaire sur la nature du travail de Georges Duby pendant la réalisation de l'histoire des femmes, sur une direction plutôt distante du travail, mais sur le moment, l'effet de légitimité est absolument incontestable. Toutes les auteurs en ont conscience, à l'exemple de Pauline Schmitt-Pantel. Le fait en tout cas d'être dirigé par Georges Duby et Michel Perrault nous a permis de faire ce que l'on voulait, et ça c'était très important. D'une part parce qu'eux-mêmes avaient l'esprit très ouvert et que quand on leur proposait tel ou tel texte, ils étaient en général tout à fait d'accord, et d'autre part parce qu'ils ont certainement ils ont joué le rôle de protection à cause de l'aura académique qu'ils avaient tous les deux, et ça c'est grâce à eux. Pauline Schmitt rappelle justement la stature académique qui est aussi celle de Michel Perrault à l'époque, même si elle n'est pas tout à fait du même ordre que pour Duby. Une thèse avec Labrousse qui a fait date, publiée sous le titre « Les ouvriers en grève » en 1973, des recherches sur les prisons, ponctuées par un livre en dialogue avec Michel Foucault, la direction d'un numéro de la revue Le Mouvement social sur les travaux de femmes au XIXe siècle, un rôle moteur et des communications dans tous les colloques sur l'histoire des femmes qui jalonnent la période 1975-1985, date à laquelle elle signe un premier bilan historiographique dans le premier numéro de la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps, Où en est en France l'histoire des femmes. Il y a quelque chose de fascinant au fond à observer cette collaboration entre Georges Duby et Michel Perrault à partir de 1987, qui ne cesseront jamais de se vouvoyer pendant toute la réalisation de ce livre collectif, qui ne font pas exactement la même histoire des femmes, et certainement pas pour les mêmes raisons de départ, mais qui trouvent à la fois des compromis, et même mieux, un terrain d'entente qui va permettre à une grande entreprise intellectuelle de s'épanouir. Jacques Dallarin, qui a participé et qui a bien connu Duby, revient avec le sourire à la fois sur les décalages entre leurs approches et sur leurs résultats finalement très fructueux. C'était un peu hiérarchisé, hein. Il y avait une directrice de volume et puis au-dessus les deux grands, le patron et la patronne. Probablement, moi j'ai vu ça de manière très irénique. Probablement y avait-il plus de tension que je ne l'ai ressenti dans mon enthousiasme juvénile. Ensuite, j'ai mieux compris que l'approche de Georges Duby était évidemment différente de celle de Michel Perrault, de Christiane Clapiche ou les autres directrices de volume. Mais son nom comptait. Il avait beaucoup fait pour ce domaine. Donc voilà, peut-être y a-t-il une part de compromis que je n'ai pas perçue, si ce n'est un petit peu a posteriori. Mais j'en garde vraiment un merveilleux souvenir. Ce qui a été reproché par les historiennes américaines, en particulier à Georges Duby, c'est au fond son caractère un petit peu, comment dire, si je reprenais leurs termes, je dirais condescendant, moi je dirais un petit peu démiurge, c'est-à-dire que Georges Duby a eu l'impression qu'au fond, il sortait les femmes de l'ombre. Hein. C'était une image qu'il aimait beaucoup, il jouait beaucoup sur le jeu des ténèbres, comme dans la création du monde, dans la Genèse, et il avait l'idée qu'il avait été un petit peu, dans une sorte de courtoisie historiographique, qu'il avait été un petit peu l'homme qui avait mis à jour et au jour et à jour, la part féminine de l'humanité. Et ça, évidemment, ça passait mal aux États-Unis, où les gender studies, la woman history était déjà très, très solide, et où elle n'avait pas besoin d'un démiurge. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon article sur Georges Duby, avec en même temps l'immense admiration et l'immense affection que j'ai toujours. Cet article qu'évoque Jacques Dallarin est paru dans la revue Clio dans un numéro spécial sur Georges Duby et l'histoire des femmes de 1998, une référence que vous retrouvez avec toutes les autres sur le site paroledhistoire.fr. Nous sommes arrivés à l'été 1987, l'histoire des femmes est en chantier, les contrats sont signés, vient le moment des choix du titre, choix de l'espace géographique concerné, choix des directrices de volume, des contributeurs et contributrices, choix intellectuel et d'architecture, tout ce qui rentre dans la fabrique d'un livre collectif en histoire, et qu'on évoque dans le deuxième épisode de ce documentaire à écouter demain. Je termine sur des remerciements évidemment pour les auteurs qui m'ont accordé des entretiens, et toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de ce podcast, en particulier Vivien Barraud, Denise Ogilvy aux Archives nationales. Histoire d'un livre, l'histoire des femmes en Occident de Georges Duby et Michel Perrault, ça continue demain sur Parole d'Histoire.